All rise and declare you. Prière de vous lever. The President, please be seated. Prière de vous asseoir. តុលាការប្រកាសបន្តសវនាការឲ្យសូមអញ្ជើញលោកមេធាវីការពារជនចោទបន្តបាទ The Defense Counsel Nous reprenons may, l'audience. resume his oral La défense peut reprendre l'exposé de ses observations. សូមអនុញ្ញាតធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានបន្ត Karsavut, thank you, Maître Your Honor, Karsavut. for allowing us Merci, to Monsieur le make Président. our submission. Je vais poursuivre l'exposé de mes ខ្ញុំសំណូម observations. ពរតុលាការកំពូលមេត្តាពិនិត្យទៅលើក្រមព្រហ្មទណ្ឌឆ្នាំ 1956 The bench ត្រង់មាត្រា 99 Nous souhaiterions que le siège se penche sur l'article 99 de la version antérieure du Code ហើយអ្នកបញ្ជាឲ្យ pénal ក៏ជាអាជ្ញាធរធម្មមានរូបអញ្ចឹងតាមបង្គាប់របស់ច្បាប់ពេលនោះគឺតាមបង្គាប់របស់មាគាហើយម្ចាស់មាគាមិនមែន Sur la base du Code pénal de អ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើក៏ 1956, ជាអាជ្ញាធរធម្មមានរូបអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើគឺសុនសេនដែលជា or the ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីជា seules les personnes ou les entités qui donnent les ordres doivent être punies. C'est le cas de Son Sen qui a donné ordre à Doik d'agir. Deuxièmement, j'invite les juges à se pencher sur l'article 238 du Code pénal de 1956 ainsi que l'article 24 du Code pénal de 2009. it means only those who ordered Seuls ceux qui donnent les ordres doivent être sanctionnés et non les exécutants. L'article 24 du Code pénal de 2009 indique que les personnes sont tenues responsables des actes criminels qu'ils commettent. Les actes commis par Douk ne l'ont pas été de sa propre initiative. Les instructions venaient de ses supérieurs. Durant la période 1970-75, le président américain Richard Nixon a ordonné le bombardement du Cambodge et c'est les commandants militaires américains qui ont exécuté cet ordre. L'ordre venait du président américain. L'exécutant n'avait pas le choix, il devait larguer les bombes en application des ordres donnés, même s'il savait que ce n'était pas juste. Celui qui donne l'ordre doit être considéré comme responsable et non l'exécutant. Autre chose. De 1975 du mois d'avril 1975 jusqu'au 30 mars 1976, Doik se trouvait à Onleang. Lorsqu'il est arrivé à Phnom Penh, il était chef adjoint et il n'a pas participé à la création de la prison de S21. À cette époque, il était à An Long Veng. Il n'était pas au courant de l'évacuation des citadins. Il occupait un rang inférieur dans la hiérarchie. À partir du 30 mars 1976 jusqu'au 6 janvier 1979, je vous invite à vous pencher sur le document 0000-3136, document du bureau des coprocureurs. Ce document a été versé au dossier. Ce document comporte une liste des noms des hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et des principaux responsables. C'étaient les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique. Ce document exprime une décision du comité central
avec une liste des noms des membres. Ce sont eux qui ont ordonné les exécutions. Et on a ici le nom des principaux responsables. Il s'agit de 7 personnes qui ont ordonné les exécutions. Le pouvoir d'ordonner les exécutions hors des rangs et dans les rangs était donné à 4 entités. Le comité central a pris une telle décision. Combien y avait-il de zones? Il y avait 7 zones. Est-ce que Doik figurait parmi les chefs de ces zones? Non, S21 ne relevait pas de ces zones. Concernant le deuxième groupe, il s'agit des entités se trouvant autour du centre. La décision est prise par le bureau de centre, autrement dit, le bureau 870. Or, Doik n'appartenait pas à ce bureau. Pour ce qui est de la zone autonome, il y avait Kompong Sam, Siem Reap, Preawichia et Odamanche. Ce sont donc les zones autonomes. Doik n'appartenait pas à ces zones autonomes. Dans le cas de ces zones, c'est le comité permanent qui décidait. Concernant le quatrième groupe, à savoir l'armée, à savoir l'état-major, c'était Son Sen qui était responsable. Doik n'avait pas l'autorité de prendre des décisions. Il ne faisait que recevoir les ordres de ses supérieurs. Ce document est essentiel car il énumère le nom de toutes les personnes entrant dans ces catégories. Je vous invite instamment à vous pencher sur ce document afin de déterminer qui étaient les hauts dirigeants et les principaux responsables. Doik ne comptait pas parmi eux. J'invite par ailleurs les juges à respecter l'article 129 nouveau de la Constitution qui dit que chacun a droit à un procès équitable au nom du peuple cambodgien sur la base des normes de droit en vigueur. La justice doit être rendue de façon équitable sur la base des normes de procédure pertinentes. Et l'article 12 de l'accord conclu entre l'ONU et le gouvernement cambodgien dispose précisément cela, à savoir que le droit cambodgien sera appliqué, parce qu'il s'agit d'un tribunal national et non pas international. Les CETC doivent donc s'appuyer sur le droit national cambodgien. Comme je l'ai dit, il existe plusieurs normes de droit. Il y a le code pénal, le code de procédure pénale, il y a la loi mettant hors la loi les Khmers rouges, il y a les accords de paix de Paris, etc., etc. Il n'est nullement besoin de suivre, de se référer à la jurisprudence internationale. Ceci se fonde sur l'interprétation de l'article pertinent 1 de nouveau de la Constitution. J'invite les juges à infirmer le jugement rendu en première instance et à acquitter l'accusé. Deuxièmement, nous demandons à la Chambre de la Cour suprême de considérer que la détention de Doik constituait une forme de mesure de protection accordée à un témoin ayant donné des informations permettant de déterminer quels sont les hauts dirigeants du Cambodge démocratique et les principaux responsables. Et enfin, je donne la parole à mon confrère, Maître Kong Ritari. Bonjour, Monsieur le Président, bonjour, Madame, Messieurs les juges.
Je souhaiterais présenter mes excuses aux familles des victimes de S21. Je suis ici aujourd'hui non pas pour dissimuler les crimes odieux commis à S21, même si je voulais les dissimuler, cela me serait impossible. Et j'espère que chacun sait quels sont les crimes commis à S21. Je comparais devant vous en tant qu'avocat de la défense, en représentation de mon client, sur la base du droit, du pacte international sur les droits civils et politiques, et je peux vous affirmer que mon client ne relève pas de la compétence des CETC. Je suis là pour que mon client puisse exercer tous les droits qui lui sont reconnus et pour lui fournir une assistance juridique. J'essaierai de le faire le mieux possible pour que la Chambre de la Cour suprême puisse se prononcer sans arrière-pensée politique. Sur la base de l'accord conclu entre l'ONU et le gouvernement cambodgien, les CETC ont été créés pour poursuivre les auteurs de crimes de guerre, crimes de génocide et graves violations des conventions de Genève de 1949. L'accord vise à rendre justice au peuple cambodgien. Il est orienté sur la réconciliation, la paix et le respect de la souveraineté du Cambodge. Dans le préambule de l'accord conclu entre l'ONU et le gouvernement cambodgien, et dans la décision, dans la résolution du Conseil de sécurité pertinente, des préoccupations sont exprimées concernant les graves violations du droit cambodgien et les crimes commis entre 1975 et 1979. Ces préoccupations ont conduit le Conseil de sécurité à rendre la décision numéro 15/228. Cette décision du Conseil de sécurité reconnaissait les préoccupations du peuple et du gouvernement cambodgien et leur volonté de trouver la justice, d'assurer la stabilité, la paix et le respect de la souveraineté du Cambodge. C'est cela qui a donné lieu à la création des CETC. À l'article 1, on retrouve également cette idée l'ONU et le gouvernement du Cambodge ont ensemble mis en place les CETC et je vous renvoie aux articles 1 et 2 de la loi relative à la création des CETC concernant la compétence des CETC. Il y a aussi l'article 2 de l'accord, l'article 1, l'article 2 de la loi sur les CETC. Les CETC font face à certaines limitations de leurs compétences. Les CETC sont habilités à juger les auteurs de crimes de guerre, crimes de génocide, crimes contre l'humanité et violations graves des conventions de Genève de 1949.
Les CETC sont compétentes pour connaître de crimes commis durant la période comprise entre le 17 avril 1975 et le 6 janvier 1979. Troisièmement, les CETC ont compétence pour connaître de crimes commis sur le territoire du Cambodge. Et quatrièmement, les CETC sont compétentes pour poursuivre et juger seulement les hauts dirigeants du Kampuchea démocratique et les principaux responsables des crimes. Lors de l'audience contradictoire, l'équipe de défense a soulevé la question de la compétence rationnelle personnelle. Dans le cas de l'accusé Kangay Eo alias Doik, disant qu'il fallait réexaminer les éléments de preuve concernant les articles 1 et 2 de la loi sur les CETC. La juge Cartwright, suite aux arguments de la défense, a considéré que Doik n'avait pas pouvoir décisionnel pour ce qui est de l'exécution des prisonniers de S21. Et ce, conformément à ce qui est dit dans un document secret en date du mois de mars 1976. Le document en question a déjà été mentionné et fourni par mon confrère. Autrement dit, Doik n'est pas un des principaux responsables des crimes qui ont été commis. Cela se trouve également au paragraphe 397 à 399 du jugement. L'équipe de défense a demandé à réexaminer les questions de compétences rationnelles personnelles. Il est indiqué qu'il y a beaucoup de preuves selon quoi la Chambre de première instance n'avait pas compétence pour juger Doik, mais la compétence n'a pas examiné les éléments de preuve pertinents. Elle a mené à bien le procès. L'équipe de défense a à nouveau essayé dans ses plaidoiries de demander au juge d'examiner les éléments de preuve à décharge concernant la compétence des CETC en s'appuyant sur l'esprit qui a présidé à la Constitution, à l'accord et à la loi sur les CETC. Les juges n'ont pas examiné les éléments de preuve à décharge comme nous l'avions demandé, ni l'opinion de la juge Cartwright, et par conséquent, le 26 juillet 2010, la Chambre de première instance a rendu son jugement dans cette affaire. Elle a déclaré Doik coupable des crimes commis à S21 sous la supervision directe de Son Sen, de l'état-major, et elle a condamné Doik à une peine d'emprisonnement unique de 35 années de réclusion. Sur la base de la déclaration d'appel du jugement daté du 26 juillet 2010, jugement rendu par la Chambre de première instance, l'équipe de défense soutient que la déclaration de culpabilité prononcée par la Chambre de première instance est erronée car Doik ne relève pas de la compétence des CETC. Nous avons présenté les arguments suivants. Premièrement, une erreur commise concernant la compétence rationnelle personnelle. La Chambre de première instance a élargi sa compétence indûment en outrepassant l'article 1 de l'accord et l'article 1.2.1 de la loi sur les CETC pour que Doik puisse relever la compétence des CETC. Je vous renvoie au document du mois de mars 1976 sur la décision d'ordonner les exécutions dans les rangs et à l'extérieur. Doik n'avait pas ce pouvoir. Sur la base du rapport d'expertise de Craig Etcheson, travaillant pour le bureau des coprocureurs, c'est Son Sen qui exerçait le pouvoir direct de prendre ces décisions.
Au sein de l'état-major, les arrestations étaient effectuées sur décision du comité central. La Chambre de première instance n'a pas examiné la question de compétences rationnelles personnelles, comme le veut l'article 1 de l'accord et les articles 1 et 2 nouveaux de la loi sur les CETC. Pour ce qui est également le droit coutumier tel qu'appliqué à Tokyo et à Nuremberg. Les tribunaux de Tokyo et de Nuremberg n'ont pas poursuivi les soldats des puissances de l'Axe, même s'ils avaient commis les mêmes crimes que ceux commis par les ennemis. Et ce, compte tenu des restrictions imposées à ces tribunaux en matière de compétences rationnelles personnelles. Seuls les hauts dirigeants ont été poursuivis. Seuls les hauts chefs militaires. Les CETC ne peuvent élargir leur champ de compétences, tout comme à l'époque, les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo ne pouvaient pas élargir leurs compétences. Un tribunal doit s'en tenir aux compétences qui sont les siennes. Et un tribunal peut uniquement juger les personnes relevant de sa compétence, même s'il existe d'autres personnes qui ont commis les mêmes crimes, voire des crimes plus graves. Or, au CETC, même s'il n'y avait aucune preuve eu égard aux critères de compétences tels que définis dans la loi et dans l'accord, les CETC se sont fondés sur la jurisprudence du TPIR et TPIY en matière de compétences, notamment compétences rationnelles matérielles et non pas compétences rationnelles personnelles. Par conséquent, le statut du TPIR et TPIY peuvent être considérés comme n'étant pas similaires à la loi sur les CETC. Il y a une différence, à savoir qu'il y a une restriction en matière de compétences rationnelles personnelles. Au TPIR, TPY, au tribunal de Nuremberg et de Tokyo, il n'y avait pas de restriction concernant la compétence rationnelle personnelle. Au CETC, il n'est pas nécessaire de se référer à la jurisprudence ou à d'autres tribunaux. Si cela est nécessaire, il faut le faire de façon compatible avec les instruments de droit du Cambodge et dans le respect de l'article 1 de l'accord conclu entre l'ONU et le Cambodge. On peut s'inspirer de la jurisprudence internationale uniquement pour combler les lacunes que présenterait le droit national interne ou le droit des CETC. Et il faut le faire de façon qui soit compatible avec le système des CETC. Au CETC, nous le savons, les CETC ne sont pas un tribunal indépendant. Il s'agit d'un tribunal national. C'est un tribunal qui est établi sur le territoire d'un pays qui applique le système de droit romano-germanique. Si la Chambre de première instance applique des principes du common law
Elle le fait sans tenir compte du système utilisé au Cambodge, à savoir le système de droit romano-germanique. Dans l'accord conclu entre l'ONU et les CETC, et le gouvernement du Cambodge, notre interprète, il est indiqué que les CETC se fondent sur le système de droit romano-germanique. Et le principe de la légalité doit dès lors être respecté. La Chambre de première instance a donc violé l'article de nouveau de la loi sur les CETC. En outrepassant ses compétences telles que définies par la loi. Le recours aux instruments juridiques internationaux n'est pas approprié. La jurisprudence peut être invoquée uniquement dans le cadre de l'examen des détails des crimes commis ou pour examiner un système juridique donné, ou encore pour déterminer s'il existe des lacunes dans le système juridique utilisé. Dans le cas du jugement, ce jugement s'est appuyé sur les options 1 et 2. Pour les CETC, la compétence rationnelle personnelle est limitée, ce qui n'est pas le cas des statuts du TPIR, TPY, tribunaux de Nuremberg et de Tokyo. Ici au CETC, il y a des restrictions contenues dans la loi. La Chambre de première instance n'a pas examiné ces trois éléments qui sont bien connus et aussi dans les écoles de droit du monde entier. On sait très bien que le système de common law n'est pas le système de droit romano-germanique. Nous savons tous qu'un juge ne peut pas lui-même édicter des lois. Un juge ne peut pas outrepasser le champ d'application d'une loi. Cela, on l'enseigne dans les facultés de droit. Chacun sait qu'un juge ne peut outrepasser les compétences qui lui sont reconnues. Et cela vaut aussi pour le système du common law. Les CETC sont créés dans un État souverain qui applique le système de droit romano-germanique. Et cela se retrouve aux articles 12 et 13 de l'accord conclu entre l'ONU et le gouvernement cambodgien, ainsi que l'article 5 du Code pénal du Cambodge. L'article 12 de l'accord permet au CETC d'appliquer le droit cambodgien, et c'est seulement lorsque le droit cambodgien présente des lacunes que l'on peut chercher à s'inspirer des normes de droit international. Autrement dit, on ne peut s'inspirer du droit international s'il n'y a pas de lacunes en droit national. L'article 5 du Code pénal du Cambodge est violé lorsque les CETC se réfèrent à la jurisprudence internationale sans que les conditions requises pour le faire soient présentes. Les chambres doivent examiner les moyens de preuve présentés par l'équipe de défense également. Nous avons déposé un nouveau document à la Chambre de la Cour suprême. Il s'agit du document F14.2.4 qui vient du Centre de documentation du Cambodge, ERN 00626210. Il s'agit de 31 biographies de dirigeants Khmer Rouge et autres Khmer Rouges.
On peut en tirer des conclusions quant à l'identité des personnes à poursuivre. Les articles 1 et 2 nouveaux, si l'on dit que les articles 1 et 2 nouveaux ne sont pas clairs, on se trompe. Selon cet article, le juge examine les éléments de preuve avant de mettre quelqu'un en examen au titre des articles 1 et 2. L'article 28 du nouveau code pénal du Cambodge définit les notions d'auteur ou d'instigateur. Il s'agit de la personne qui donne l'instruction de commettre un crime ou une infraction, il provoque la commission d'un crime grave ou d'une infraction par un don, une promesse, la menace, l'incitation ou par un abus d'autorité et de pouvoir. Ceci cadre avec la décision du 13 mars 1976, décision prise par le comité permanent du PCK, comme vient de l'indiquer mon confrère. ដូច្នេះការកំណត់និយមន័យអំពីអ្នកណាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ